Bonjour à tous et bienvenue sur l'IFPAS TV. On est heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des décideurs engagés de l'assurance et de la banque en partenariat avec l'Hémicycle. Le groupe IFPAS en partenariat avec l'Hémicycle vous présente les décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Tout comprendre sur le marché, ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et nous avons le plaisir de recevoir Bruno Angle. Bonjour, vous êtes directeur général d'AG2R La Mondiale. Bienvenue. On va bien sûr parler de votre groupe, du redressement engagé avec le plan Nouvelle Donne, des bons résultats, des vos valeurs, mais aussi des grands défis pour le secteur de l'assurance, avec notamment la transformation digitale, afin d'améliorer l'expérience client. Mais tout d'abord, un mot de votre parcours. Alors, vous êtes polytechnicien, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous avez travaillé dans le privé, dans le public, pour des grands cabinets de conseil, dans l'investissement, dans la finance, vous avez même été conseiller ministériel. Mais qu'est-ce qui vous a incité à un moment à passer de la banque à l'assurance? Bonjour Florence Duprat. Alors, je vais me permettre de remonter un petit peu en arrière. Quand j'avais 25 ans, je me disais que si j'avais, de façon un peu rhétorique, évidemment, plusieurs vies, j'aurais consacré ces 5 vies, mettons, à des choses un peu différentes. Une vie dans laquelle j'aurais fait de la politique comme élu, et dans cette vie-là, évidemment, je serais resté célibataire pour ne pas infliger ça à une famille. Il y a une autre vie dans laquelle je serais resté célibataire puisque je serais devenu prêtre, et puis les 3 autres vies, j'aurais fait une carrière dans le privé, dans des, je dirais, secteurs bien définis, avec un parcours linéaire. Il vous a pas échappé que jusqu'à preuve du contraire, on a une seule vie, en tout cas une seule vie terrestre. Et donc, j'ai caressé depuis l'âge de 25 ans l'idée d'essayer d'avoir plusieurs vies en une vie, c'est-à-dire, dans la mesure du possible et du raisonnable, d'essayer de passer d'une vie à l'autre au fur et à mesure que les opportunités se présentent. Alors, quand je dis dans la mesure du possible et du raisonnable, c'est que si, par exemple, ce qu'il ne fera pas, parce qu'il est très intelligent, Bernard Arnault, m'appelait pour me proposer d'être styliste chez Dior, j'aurais la lucidité de refuser parce que ça, j'en suis complètement incapable. En revanche, l'idée de faire de temps en temps un pas de côté, de sortir volontairement d'une forme de zone de confort qu'on a atteint après quelques années dans un secteur pour aller vers un secteur pas complètement différent, mais un secteur un peu adjacent, ça, c'est une idée qui m'a toujours séduit. Alors, quand j'avais 25 ans et que je racontais ça à des chasseurs de tête, ils prenaient un air absolument affligé. Ils me disaient, écoutez, jeune homme, vous êtes sympathique, que vous avez l'air d'avoir pas mal d'énergie, c'est bien, mais s'il vous plaît, essayez de la canaliser et choisissez un secteur, n'importe lequel, et tracez votre cible. Alors, je n'ai pas suivi de conseils des chasseurs de tête, comme vous l'avez rappelé. Et ce qui est assez amusant, c'est que à peu près 30 ans plus tard, c'est une chasseuse de tête qui m'a appelé en 2021 pour me proposer de passer de la banque, puisque je dirigeais l'activité d'une grande banque européenne pour la France et pour la Belgique en étant basée à Paris, de quitter cette grande banque pour devenir le prochain directeur général du groupe AG2R La Mondiale. Et donc, ce qui prouve que les chasseurs de tête ont dû évoluer un peu en 30 ans. Et ils ont évolué aussi parce qu'aussi, on en parlera tout à l'heure au fil de l'émission, mais le monde du travail a également évolué. En clair, là, vous avez saisi une opportunité. Absolument. Mais je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités. D'ailleurs, on est souvent surpris parce que la vie nous réserve des surprises et que je pense que une des qualités, ou en tout cas un des critères pour avoir une vie qui corresponde à ses objectifs, c'est d'être capable de saisir les opportunités, même quand elles sont inattendues. Alors, c'est vrai que votre parcours, il est quand même inattendu, il est éclectique. En quoi ces expériences variées influent aujourd'hui sur vos décisions, sur vos choix? Alors, je pense que le fait d'avoir eu ce parcours varié que vous avez rappelé me donne effectivement une expérience assez diversifiée, avec une multiplicité d'angles de vue, sans jeu de mots avec mon patronyme, qui me permet, par rapport à des gens qui ont fait toute leur carrière dans un secteur, ce qui est un choix parfaitement respectable, de voir les choses un peu différemment. Vous parliez du passage de la banque à l'assurance. On a coutume de dire entre ces deux secteurs qu'en matière de conformité, par exemple, la banque a 15 ans d'avance sur l'assurance, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et donc, quand je suis arrivé chez AG2R La Mondiale, j'ai pu constater in vivo ce théorème, et ça m'a permis d'apporter l'expérience que j'avais acquise sur la conformité dans la banque et de faire gagner au groupe un certain nombre d'années pour accélérer en matière de conformité. Oui, donc d'apporter une certaine richesse quelque part. D'apporter une certaine richesse, et puis au fur et à mesure, je dirais, on se
forge des convictions et sans doute des convictions qui sont nourries par le fait d'avoir des expériences multiples. Une des convictions managériales fortes que j'ai, c'est que dans un monde qui est devenu extrêmement complexe, dans lequel la circulation de l'information est instantanée, dans lequel toutes nos maisons sont des maisons de verre, il est très important, et je m'y attache quotidiennement, d'avoir un seul discours. Et moi, je m'attache à avoir le même discours vis-à-vis de mon top 12, de mon top 30, de mon top 200, des 1000 managers du groupe, des 15 000 collaborateurs, de mes administrateurs, de mes clients, de mes fournisseurs, de la presse. Et je pense que c'est très important d'avoir un seul discours parce que sinon, on se fait assez vite rattraper par la patrouille. Et non seulement il faut un seul discours, mais il faut que ce discours soit un discours de vérité. Cohérent. On va écouter la question d'un étudiant, c'est Eman Bellabi. Il est étudiant en BTS Assurance. Il vous pose une question. Regardez. Bonjour Monsieur Angle, j'ai une question à vous poser s'il vous plaît. Y a-t-il une décision ou un projet que vous avez mené dont vous êtes particulièrement fier? Si oui, pourquoi? Pouvez-vous nous en parler? Alors, j'ai envie de citer deux exemples en fait de réalisations dont je suis très fier. Il y en a une au tout début de ma carrière et puis une beaucoup plus récente. Au tout début de ma carrière, j'ai eu à relever un défi qui consistait à livrer la route Rennes-Saint-Malo à 2x2 voies avec 18 mois d'avance sur le planning initialement prévu. C'était un défi un peu fou que nous avait lancé le président du conseil général de l'époque, Pierre Maignery. Et avec mes équipes, on l'a relevé et on a été capable de livrer effectivement avec 18 mois d'avance en juin 93, c'est ça, au lieu de décembre 94, cette route Rennes-Saint-Malo. Le deuxième exemple qui est plus proche de nous, c'est le redressement d'AG2R Prévoyance. Quand je suis arrivé, AG2R Prévoyance avait perdu 400 millions d'euros en 10 ans, 10 années de pertes consécutives. Ce faisant, avait divisé par 2 ses fonds propres. Et au fond, tout le monde pensait que c'était une fatalité. J'ai fait le pari que ça n'était pas une fatalité et on a réussi, on en parlera sans doute dans le cadre de cet échange, mais on a réussi à redresser AG2R Prévoyance. Et le point commun pour moi entre ces deux défis relevés, c'est que dans les deux cas, évidemment, ça ne peut se faire qu'en embarquant les équipes. Embarquer les équipes, ça aussi, on en parlera longuement durant cette interview. On en parlera aussi en fin d'émission. Vous aimez écrire? Absolument. Est-ce que vous auriez pu être écrivain dans une de vos vies? Je ne pense pas que j'aurais pu être écrivain, mais j'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle « De temps en temps » sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Je vous dirai peut-être pourquoi. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à passer à l'écriture. Alors, ce qui est intéressant quand même, si on regarde votre parcours, c'est que vous aimez sortir de votre zone de confort. Hein. C'est d'ailleurs ce qui vous a conduit à prendre la direction d'AG2R La Mondiale, parce que là, il y avait un challenge à relever. Ah oui, j'aime bien les défis. Ah, vous aimez bien les défis, oui. J'aime bien les défis et j'aime bien les situations complexes. Il y a eu plusieurs moments de ma vie où j'ai été amené à travailler sur des situations complexes, à la fois techniquement, mais aussi par la multiplicité des parties prenantes. On reparlera, je crois, de la gouvernance d'AG2R Mondiale, qui est assez singulière aussi. Mais au fond, j'aime bien les situations complexes et j'aime bien relever les défis. Alors justement, on va en parler de ce défi d'AG2R La Mondiale que vous avez saisi, puisque la transformation est en marche. Alors un petit mot quand même de ce groupe AG2R La Mondiale, qui n'est pas un groupe comme les autres, il est un peu atypique, hein, il est à la fois paritaire, mutualiste. Absolument. Alors peut-être déjà un mot de nos métiers avant de parler de son caractère paritaire et mutualiste, parce qu'AG2R Mondiale, le nom est très connu du fait de notre engagement depuis 27 ans aux côtés d'une équipe cycliste qui nous donne une grande visibilité de marque, mais souvent les gens connaissent moins nos métiers. Alors derrière la marque ombrelle AG2R La Mondiale, on a 4 grands métiers. Le premier, c'est la retraite complémentaire avec AG2R Agir Carco, qui est l'opérateur d'un quart de la retraite complémentaire Agir Carco en France. Deuxième métier, ce sont les métiers de santé et de prévoyance. Quand on dit santé et prévoyance, c'est soit des contrats de complémentaire santé, soit des contrats de prévoyance contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès. Et ces deux types de risques, on les couvre à la fois avec une structure paritaire qui est AG2R Prévoyance et avec un ensemble de mutuelles, dont la plus importante est Via Santé Mutuelle. Troisième métier, c'est l'épargne retraite et l'épargne patrimoniale. L'épargne retraite, on entend par là l'épargne retraite pour le troisième niveau de retraite, après la retraite de base, après la retraite complémentaire, ce qu'on appelle la retraite supplémentaire. Donc, il peut y avoir différents mécanismes.
qui sont soit des contrats individuels, notamment pour les travailleurs non salariés, les médecins, les notaires, les avocats, mais aussi des contrats collectifs. Et là, on a une JV qui s'appelle Arial CNP Assurance, dont nous avons 60% et CNP 40%, qui permet d'avoir une retraite supplémentaire collective. On est très fiers, par exemple, d'avoir gagné les 2 plus gros appels d'offres récents, l'un qui était pour EDF dans le secteur public et l'autre pour Michelin dans le secteur privé. Et puis notre 4e et dernier métier qu'on exerce depuis 2021, ce sont les résidences services seniors avec la marque Domitis. Nous détenons 67% de Domitis et Domitis est le leader des résidences services seniors. Ça, c'est pour nos métiers. Pour le côté paritaire et mutualiste, effectivement, si on veut être un peu provocateur, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'équivalent au monde à AG2R La Mondiale. Pourquoi ? Parce que on est un groupe de protection sociale, comme Malakoff Humanis, comme Clésia par exemple, mais on a la singularité d'avoir La Mondiale et le poids économique, la puissance économique de La Mondiale au sein de ce groupe de protection sociale. Et donc, on est à la fois paritaire, notre structure de gouvernance fêtière, c'est l'association Somital, qui est une association Somital à gouvernance paritaire. Ça veut dire 50% de représentants des employeurs, 50% de représentants des syndicats de salariés. Mais on a aussi le côté mutualiste avec la santé mutuelle que j'ai cité et surtout La Mondiale, société d'assurance mutuelle, qui est présente et active sur les métiers d'épargne retraite et d'épargne patrimoniale. Oui, donc au niveau de la gouvernance, ça rend ce groupe-là plus compliqué, plus facile à diriger, ou enfin ça implique. Oui. Ça le rend indéniablement plus complexe, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien les situations complexes. Et au fond, c'est vrai que par rapport à une gouvernance privée de société anonyme classique, c'est sans doute un mode de fonctionnement qui est un peu plus chronophage en termes de gouvernance, mais à l'arrivée, on arrive à prendre les bonnes décisions et on arrive à profiter des contributions des uns et des autres pour améliorer ces décisions. Mais c'est aussi une richesse. C'est donc une richesse. Alors, quand vous prenez les rênes, le groupe n'est pas au mieux de sa forme, on va le dire. Hein. Et aujourd'hui, AG2R La Mondiale sort du rouge pour la première fois depuis 3 ans. Peut-être un mot des résultats, un mot des chiffres clés. Alors, AG2R Prévoyance n'avait perdu de l'argent de façon continue entre 2012 et 2021. Et donc, quand je deviens directeur général en mai 2022, on a ce cumul de 400 millions d'euros de pertes. Et tout le défi est de savoir si on peut enfin avoir à la fois un résultat net et un résultat courant positif. Je fais voter dès le 9 juin 2022 un plan de redressement d'AG2R Prévoyance qui est voté à l'unanimité par le conseil d'administration d'AG2R Prévoyance. Et depuis lors, on est dans la mise en œuvre de ce plan de redressement. Quelques chiffres. On était en résultat net en 2021 à moins 75 millions d'euros. En 2023, on est à plus 53 millions d'euros, donc 128 millions d'euros d'amélioration sur le résultat net. Et tout ça, c'est sous-tendu par une amélioration du résultat courant, puisque sur la même période, le résultat courant a progressé de 132 millions d'euros. Et on a poursuivi en 2024 sur cette trajectoire, puisque en résultat net, on a 46 millions d'euros sur le seul premier semestre, à comparer aux 53 millions d'euros de l'année 2023. Donc, on est sur un rythme qui va nous permettre de faire encore mieux en 2024 qu'en 2023. Et puis, sur le résultat courant, pour la première fois depuis 2012, on a au premier semestre 2024 un résultat courant positif, ce qui, dans l'assurance, c'est un peu technique, mais c'est très important parce que vos auditeurs le savent, puisqu'on est sur un média un peu spécialisé. Il faut avoir un résultat courant positif pour pouvoir reconstituer les fonds propres et améliorer sa marge de solvabilité. Et comment vous voyez 2025 ? Alors 2025, en fait, sera la dernière année du plan de redressement tel qu'il avait été voté. Et donc, nous sommes non seulement dans ces résultats qui s'améliorent, mais je ne l'ai pas mentionné, nous sommes en avance sur les points de passage qui avaient été inclus et votés le 9 juin 2022 au moment de l'approbation du plan de redressement. Donc les résultats, par exemple, le résultat de 53 millions d'euros que j'ai cité en 2023, il est 59 millions d'euros en avance sur le point de passage qui était envisagé à -6. Et donc, on est tout à fait confiant dans le fait que nous allons atteindre l'ensemble des objectifs du plan de redressement avec l'année 2025. Ce plan de redressement, c'est le plan de redressement Nouvelle Donne. Donc là... Alors, disons que le plan de redressement des prévoyances est une composante très importante du plan Nouvelle Donne. Et le plan Nouvelle Donne, il est plus large puisqu'il concerne l'ensemble du groupe, l'ensemble des métiers. Et par exemple, il y a un deuxième objectif très important dans Nouvelle Donne qui est l'amélioration et la refonte complète en réalité de nos systèmes d'information et du digital.
On aura l'occasion d'en parler. Je voudrais qu'on revienne sur les chiffres et sur ce redressement très marqué sur la prévoyance et la santé. C'était pas évident quand même de gagner de l'argent avec la prévoyance. Voilà, comment est-ce que vous êtes parvenu à ces résultats? On dit toujours que c'est pas possible. Alors, il y a, je pense, une conviction assez forte aussi tirée de mon expérience un peu variée, c'est que face à n'importe quel problème, que ce soit un problème isolé ou un problème large du type c'est quoi notre plan d'entreprise pour les 3 prochaines années, il faut une méthode en 3 temps. Premier temps, un diagnostic lucide. Deuxième temps, un plan d'action. Et troisième temps, la mise en œuvre effective des actions du plan d'action. Si on fait un petit écart par rapport à notre échange, je pense qu'une des vraies difficultés de l'action politique depuis des décennies dans notre pays, c'est que les hommes politiques, de tous bords confondus, sont très focalisés sur le deuxième temps. Donc, ils passent leur temps à annoncer des plans d'action, mais sans nécessairement avoir fait le diagnostic lucide et sans nécessairement les mettre en œuvre une fois qu'ils les ont Il y a peut-être annoncés. un message à passer là. En tout cas, je crois qu'en entreprise, on doit impérativement avoir cette attente. Donc, on a mis en place le premier temps, qui était le diagnostic lucide. On a constaté qu'effectivement, on avait 400 millions d'euros de pertes sur la prévoyance. Mais moi, je n'ai pas cru les Cassandre qui m'expliquait que, bah oui, mon pauvre monsieur, la prévoyance collective, on perd de l'argent, c'est comme ça a toujours été comme ça. Ceux qui me disaient ça, je leur répondais assez simplement, mais si c'est vraiment vrai, pourquoi est-ce qu'on veut continuer dans ce métier? Sauf avoir comme projet d'entreprise de dilapider petit à petit tous les fonds propres dont on dispose, ça n'est pas un projet d'entreprise. Donc j'avais la conviction assez ferme qu'il était possible de faire mieux. Et on a fait mieux avec un plan qui n'est pas rocket science, comme diraient les Anglais, ça n'a rien de très compliqué conceptuellement. Par contre, on le met en œuvre avec beaucoup de détermination, avec 2 volets. D'une part, tarifer au juste prix nos prestations à nos clients, et d'autre part, réduire les coûts. Et le premier volet est important, et j'étais arrivé à la conclusion par le diagnostic lucide qu'on avait un retard de tarification par rapport à nos concurrents. Donc, ça veut dire que vous avez augmenté on a augmenté les tarifs, mais on a augmenté les tarifs sans perdre de clients, ce qui est la démonstration a posteriori que le diagnostic était juste. Parce que si on avait été au même prix que les concurrents et qu'on avait augmenté les tarifs, on aurait perdu les clients. C'est assez normal. Et donc, le fait qu'on ait eu une marge de progression, mais qu'il fallait encore la saisir, et la saisir avec détermination, méthode et rigueur, c'est le levier le plus important en réalité, même si le deuxième levier qui est celui de la réduction des coûts, c'est important aussi, mais le levier le plus important du redressement des prévoyance, il passe par la tarification au juste prix. Et la réduction des coûts, comment est-ce que vous avez procédé? Sur quoi avez-vous réduit les coûts? Alors, sur quel poste? Alors, un peu sur tous les postes. On avait un défi en 2022, qui consistait à tenir un engagement qui avait été pris, non pas par moi d'ailleurs, mais par le groupe vis-à-vis du régulateur, la CPR, puisqu'on s'était engagé à réduire de 55 millions d'euros les frais entre 2019 et 2022. Quand je prends la préparation du budget à l'été 2021, comme me confie mon prédécesseur, je constate que sur les 55 millions d'euros qu'on s'était engagé à faire entre 2019 et 2022, il en restait, tenez-vous bien, à faire 59. Donc en fait, on n'avait pas commencé à s'engager sur la réduction des coûts. Et tout le monde pensait qu'à ce moment-là, que j'allais aller voir le régulateur en disant « Monsieur, c'est pas juste, ce serait bien de changer l'objectif ». Et moi, j'ai considéré, et c'était un choix fort, que certes, je n'avais pas pris cet engagement, mais que le groupe, lui, il avait pris cet engagement. Et que donc, c'était un double enjeu, un enjeu de crédibilité vis-à-vis du régulateur et un enjeu de compétitivité, parce qu'au fond, si le régulateur nous demandait de réduire nos frais, c'est parce que, effectivement, on était sans doute un peu cher. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble de la masse de frais. L'ordre de grandeur, c'était 1 milliard. Et finalement, on a été capable, sans plan de licenciement, c'est un point important, parce que le milliard, il a incluré à peu près 600 millions d'euros de masse salariale, sans plan de licenciement, sans PSE, on a été capable de réduire de 70 millions d'euros l'ensemble de nos frais entre 2021 et 2022. Alors, ça veut dire sans licenciement, il y a peut-être une départ volontaire, non? Non, il n'y a pas eu de plan de départ volontaire. Il y a pu avoir certains départs en retraite qui n'ont pas tous été remplacés, mais il n'y a eu aucun licenciement. Et on a par contre été extrêmement précis et minutieux et attentif et méthodique sur l'ensemble des frais hors masse salariale pour ce qu'on appelle dans le privé les achats. Aller regarder de façon très attentive chaque classe d'achat et au final, on a réduit en à peine un an de 7% l'ensemble de nos frais sans toucher à la masse salariale. Alors, vous avez des bons résultats aussi pour l'épargne retraite et patrimoniale. Là, quels sont vos objectifs en la matière? Alors, la Mondiale est très reconnue pour son expertise, notamment en épargne retraite supplémentaire. Arial, CNP
est un acteur majeur. L'objectif, c'est que effectivement, la mondiale a des équations très différentes d'AG2R prévoyant, parce que la mondiale gagnait déjà de l'argent, et donc autant quand on perd de l'argent, la priorité c'est le redressement, autant quand on en gagne, la priorité c'est la croissance. Et donc on a des objectifs de croissance, à la fois de croissance organique, mais également de croissance externe. Et donc en croissance organique, on a fait un certain nombre de choses, et par exemple l'année 2024 est bien meilleure en termes de collecte que l'année 2023, mais en croissance externe, là, évidemment, on ne peut pas en parler tant que les dossiers ne sont pas conclus. On a regardé quelques dossiers qui sont partis à des prix qui, nous paraissaient déraisonnables, donc on ne regrette pas de ne pas les avoir conclus. En revanche, on a plusieurs dossiers qu'on continue à regarder aujourd'hui pour une possible croissance externe autour des métiers de la mondiale. En revanche, les résidences seniors sont plus en difficulté. C'est le cas du Domitis. Vous êtes déjà désengagé des EHPAD. Est-ce que vous allez faire la même chose avec les résidences seniors ou au contraire, est-ce que vous allez appliquer cette méthode en 3 temps pour que cette branche du groupe, elle aussi, soit rentable à terme? Alors, Domitis, c'est 18 500 résidents à peu près dans 190 résidences. Domitis, c'est le numéro 1 des résidences services seniors en France. Et ça a un taux de satisfaction des résidents qui est extrêmement élevé, autour de 95%. Et donc ça, c'est un actif très important dont on est satisfait. En revanche, en termes d'équilibre économique, on a incontestablement des progrès à faire. Vous parliez des EHPAD, et effectivement, c'est important de bien expliquer à ceux qui nous écoutent la différence entre un EHPAD et une résidence service senior. La différence, c'est une frontière qui s'appelle le soin. Donc, dans une résidence service senior, il n'y a pas de soins. Ce sont des gens valides, autonomes, qui recherchent un cadre de vie qui est à la fois sécurisé et qui leur offre une multiplicité de services à la carte qu'ils peuvent décider d'utiliser ou pas. Les EHPAD, c'est autre chose. Et effectivement, moi, j'ai considéré, quand je suis devenu directeur général en 2022, on avait une petite activité d'EHPAD. On avait une entité qui s'appelait la Mutuelle du Bien Vieillir qui avait 22 EHPAD. Et on est arrivé à la conclusion conjointe que c'était mieux probablement de les sortir du groupe parce que j'ai considéré que le soin, c'est vraiment, encore une fois, une frontière assez nette et que du coup, ça n'est pas notre métier. Ce sont d'autres risques, d'autres outils de gestion des risques que ceux de l'assurance. Et donc, je suis content, je suis très content de la décision qu'on avait prise en juin 2022 de se désengager des EHPAD. Alors, on évoquait tout à l'heure ce plan de redressement Nouvelle Donne. Où est-ce que vous en êtes? Voilà, il est toujours en cours. Vous êtes dans vos objectifs? Alors, on est dans nos objectifs et on est même en avance sur un certain nombre d'entre eux. On avait 8 objectifs pour Nouvelle Donne qui résultaient de tout un travail collectif de préparation du plan d'entreprise. Ces 8 objectifs, on est à jour sur les 8 objectifs et on est même en avance sur 3 de ces 8 objectifs qui se trouvent être 3 des objectifs les plus importants. Le redressement d'AG2R Prévoyance dont on a parlé, la mise en œuvre de la feuille de route système d'information et digital, et puis l'embarquement de l'ensemble des collaborateurs avec un baromètre d'engagement qui est extrêmement satisfaisant et qui a fait des progrès considérables. Eh bien justement, on va en parler de cette feuille de route digitale, on va dire cap sur l'IA pour mieux servir le client, parce que servir le client, c'est très important pour vous. On en dira un mot aussi. Alors justement, en matière de déploiement de la feuille de route digitale, où en est le groupe aujourd'hui dans ce domaine? Alors, pourquoi est-ce qu'on a, au fond, mis aussi haut dans nos priorités cette feuille de route SI digitale? Moi, j'ai fait le constat en arrivant que le groupe AG2R Mondial, qui c'est un groupe qui s'est construit par agrégation de tout un tas d'entités de nature différente, on a dit paritaires, mutualistes, avec des cultures différentes entre elles. Mon prédécesseur avait fait un travail tout à fait remarquable pour créer une unicité managériale. Donc, il y a un seul comité de direction groupe pour l'ensemble de ces entités. Donc, tout le monde reconnaît l'unicité du directeur général, l'unicité du directeur financier. Il y a une seule directrice de la communication, une seule DRH. Mais le même travail n'avait pas été fait pour les systèmes d'information. Et donc, on avait des systèmes d'information qui étaient totalement en silo, qui pour beaucoup d'entre eux étaient obsolètes et qui commençaient à poser un double problème, un problème vis-à-vis de nos clients et un problème vis-à-vis de nos collaborateurs. Un problème vis-à-vis de nos clients parce que les espaces clients n'étaient pas du tout aux standards modernes d'un certain nombre de nos concurrents. Et puis pour les collaborateurs, moi j'avais été faire, c'est très instructif, de la double écoute dans des centres d'appel et j'avais constaté que pour répondre à une question simple du type « Bonjour, je suis Florence Duprat, j'ai été la semaine dernière voir un spécialiste et je n'ai pas encore le remboursement de la part mutuelle sur mon compte. Est-ce que vous pouvez me dire quand je vais être crédité ?» Une question assez simple.
eh bien, quand je suis arrivé dans le groupe, il fallait jongler entre 6 ou 7 outils différents, ouvrir 6 ou 7 fenêtres différentes sur l'ordinateur pour arriver à donner la réponse. Et donc, Pas très fluide. Hein. Pas très fluide. Et donc, même avec des collaborateurs, et je leur tire mon chapeau, qui étaient extrêmement engagés et qui arrivaient à jongler avec ces différents outils, c'était évidemment pas efficace et c'était chronophage et ça donnait des temps de réponse aux clients qui n'étaient pas satisfaisants. Et donc, on a décidé de mettre vraiment les choses à plat, de faire un effort qui a été validé par notre gouvernance en décembre 2022. Donc, j'ai fait valider une feuille de route pluriannuelle du SI Digital. Et quand on dit pluriannuel, c'est 6 ans. Donc, c'est pas simplement un plan d'entreprise de 3 ans, c'est 2 plans d'entreprise consécutifs, 23-25 et 26-28. Et donc, c'est quand même un effort de l'ordre de 630 millions d'euros pour le groupe sur ces 6 ans et qui vise à être meilleur à la fois pour les clients et pour les collaborateurs. Alors aujourd'hui, ça ressemble à quoi la digitalisation chez AG2R Mondial? Alors, on a fait des progrès dans tous ces domaines. Pour vous donner un ordre de grandeur, on n'est pas du tout sur, je dirais, des présentations PowerPoint à quoi pourrait ressembler un jour. Non, on est vraiment sur des livraisons extrêmement concrètes. En mai 2023, on était déjà, puisqu'on avait commencé depuis quelques mois, à 60 livraisons d'outils ou d'amélioration d'outils. Il y a quelques semaines, on était à 472 livraisons d'outils. Donc, on voit bien qu'on a une accélération grâce à la mobilisation extraordinaire de nos équipes SI Digital, mais également de nos équipes métiers, parce que, évidemment, c'est un travail conjoint entre les équipes SI Digital et les équipes métiers. On arrive vraiment à améliorer les choses. Ça se traduit par une amélioration de nos espaces clients, qui est salué par un certain nombre de nos clients. Je dis un certain nombre de clients parce que comme c'est un programme qui s'étale sur 6 ans, tout ne peut pas être fait dans les 18 premiers mois, mais tous les espaces clients qui ont été améliorés pour telle ou telle catégorie de clients, ça a été salué parce que le progrès, il est extrêmement spectaculaire. Et ça se traduit, par exemple, dans l'amélioration de ce qu'on appelle le Net Promoter Score, sur lequel on a encore des progrès à faire et on doit renforcer notre, ce que j'appelle désormais notre obsession client. On doit passer d'un objectif de satisfaction client à un objectif d'obsession client. Il faut que chacun d'entre nous, chaque jour, soit obsédé par la satisfaction du client. Eh bien, ces outils nous ont permis de progresser de 8 points en un an sur le Net Promoter Score. Et c'est quoi les outils que vous avez mis en place concrètement? Alors, vous avez des outils de nature un peu différents. Vous avez des outils qui sont transversaux. Vous avez des outils qu'on appelle socle et fondation. Vous avez notamment ce qu'on appelle un CRM, donc un outil de gestion de la relation continue avec le client qui n'existait pas du tout. Et donc ça existe maintenant. Et puis après, vous avez des outils spécifiques à chacun des métiers. Donc, vous avez des outils spécifiques pour la santé et la prévoyance, des outils spécifiques pour l'épargne et la retraite, et quelques outils spécifiques également pour 2010. C'est vrai que d'une façon générale, quand même, les grands assureurs étaient en retard en matière de digitalisation. Et vous pensez que les AssureTech les ont poussés quelque part à innover? Oui, étant plus agiles incontestablement. Et donc, je pense que il faut distinguer 2 questions. Une première question qui est est-ce que les AssureTech, c'est le nouvel Eldorado en termes de business model? Et là, je pense que la réponse n'est pas évidente. Et comme diraient les Anglais, the jury is still out. On verra un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'AssureTech qui gagnent de l'argent. Donc, mais je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. En revanche, ce qui est indéniable, c'est qu'elles ont joué un rôle vis-à-vis des acteurs historiques dont nous faisons partie. Elles ont joué un rôle d'aiguillon. Et dès lors qu'elles ont proposé au marché et donc aux clients un certain standard beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide. Mais ils ont créé un besoin chez les clients. Ils ont créé un besoin, absolument. Et au bout d'un moment, c'est le client qui décide. Hein. Et donc, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, ça nous aiguillonne, mais ça nous aiguillonne pour être toujours meilleur au service de nos clients. Oui, le client ne doit jamais être oublié. Vous venez de le dire, vous le dites souvent, vous êtes un peu obsédé par le client et c'est très bien. Et d'ailleurs, ça c'est rigolo, racontez-nous, il y a toujours une chaise vide qui symbolise le client lors des réunions. Alors ça fait partie des symboles que j'avais souhaité mettre en place dès le jour de mon arrivée comme directeur général. Donc le 2 mai 2022, à 8h30, dans toutes les salles de réunion du groupe, partout en France, y compris en Outre-mer, y compris à Luxembourg et en Italie, où on est un peu actif, il y avait dans chaque salle de réunion une chaise du client. Pourquoi est-ce que j'avais mis cette chaise? Donc c'est une chaise aux couleurs du groupe sur laquelle il y a marqué réservé client. Ah oui. Et donc, comme ça, autour de la table de réunion. Autour de la table de réunion. Pourquoi? Parce que je voulais éviter le risque qui peut exister dans tous les groupes et qui existait peut-être un peu plus encore chez nous, qu'on parte assez rapidement sur les considérations politiques, tactiques. Et je voulais qu'il y ait cette espèce de rappel visible dans la pièce pour qu'au moins un des participants dise « Écoutez les gars, on est en train de s'égarer, il faut qu'on reparle du client ». Oui, donc toute décision est prise pour le client finalement. Ça, c'était un des
slogan que j'ai mis en œuvre, en tout cas sur lequel j'ai martelé au début de ma prise de fonction. Il faut que toutes nos réflexions et toutes nos actions soient centrées vers le client. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. En quoi cette IA générative, justement, peut permettre d'améliorer la satisfaction client? Alors, on a mis en place un outil qui s'appelle Almia pour AG2R La Mondiale Intelligence Artificielle, qui est un outil d'intelligence artificielle générative et qui est un outil qu'on a conçu en utilisant un certain nombre d'intelligences artificielles externes, mais en ayant des systèmes de codage qui garantissent l'étanchéité absolue de nos données vis-à-vis du monde extérieur. Et ça, c'est très important. Ça, c'est important, la protection des données. C'est très important dans tous les métiers. C'est encore plus important quand vous traitez des données patrimoniales et c'est encore plus important quand vous traitez des données de santé, ce qui est notre cas. Des données très sensibles. Extrêmement sensibles. Et donc, moi, j'avais donné pour mission à Pascal Martinez, qui est notre directeur des services d'information et du digital, et qui a mis en place avec ses équipes, avec Stéphane Lapierre et toutes leurs équipes, cet outil Almia. Je leur ai donné pour mission de prendre comme une contrainte absolue le fait qu'on soit totalement sécurisé sur le fait que les données ne puissent pas fuiter à l'extérieur. Et je dois saluer le travail qui a été accompli par des gens infiniment plus compétents que moi sur ces questions-là, parce que autant je pense que nous avions un retard considérable il y a 3 ans en matière de SI et du digital, autant je pense que sur l'intelligence artificielle, on est plutôt dans le peloton de tête, si je reviens à une image cycliste, grâce au travail des équipes. Aujourd'hui, l'IA, chez AG2R La Mondiale, elle est utilisée pour quelles tâches? Alors, elle peut être utilisée pour différentes tâches, elle peut être, et on est encore, je dirais comme tout le monde, en train d'apprendre en marchant et parfois de tâtonner un peu, mais elle est utilisée pour avoir des outils conversationnels avec les clients qui font gagner en efficacité et en rapidité dans beaucoup de cas. Elle peut être utilisée pour le traitement de courrier entrant, le traitement de courrier sortant. Et elle peut être utilisée aussi pour faire des recherches avec une puissance très supérieure à ce qu'on avait avec Google, par exemple. Pour une meilleure analyse des risques aussi? Alors, on n'y est pas encore, mais effectivement, ça fait partie des perspectives que l'IA, indéniablement, a vocation à nous aider dans l'appréhension des risques. Elle se développe à une vitesse grand V, cette intelligence artificielle. En quoi elle va encore changer le métier de l'assurance? Alors, je pense qu'elle va le changer. C'est une question qui nous est souvent posée par nos administrateurs. C'est, et comme à chaque révolution technologique, d'ailleurs, c'était vrai à l'apparition d'Internet, par exemple, il y a toujours une crainte, pas totalement infondée d'ailleurs, que un nouvel outil qui va être un saut quantique en matière de productivité puisse avoir des conséquences négatives pour l'emploi. La vision très claire que j'ai informée devant nos instances, c'est que aujourd'hui, oui, l'IA, ça va nous faire des gains de productivité. Oui, ça va dégager du temps de nos conseillers, mais j'ai pas du tout l'intention de procéder à des plans sociaux. J'ai plutôt l'intention que ce temps utile qui est dégagé des conseillers qui sont débarrassés d'un certain nombre de tâches compétitives, il puisse être mis au service de l'amélioration de la relation avec le client et l'amélioration de la qualité du service au client. Et il faut lever les craintes chez les salariés. Alors, comment embarquer les collaborateurs actuels et futurs? On en parle tout de suite. Vous venez de le dire, vous ne voulez pas remplacer les collaborateurs par l'IA. Donc, quelque part, vous voulez les aider à s'emparer de cet outil. Comment? Comment les embarquer? Par un programme de formation, mais je dirais plus largement, moi je suis vraiment convaincu, ça c'est une conviction profonde dans tous les univers que j'ai côtoyés, que on est toujours plus intelligent à plusieurs évidemment que tout seul, et que les grandes réussites, quelles qu'elles soient, elles sont toujours collectives. Et donc il est très important d'embarquer les collaborateurs. On a souhaité le faire par exemple au moment de la mise en place du plan 2023-2025 en faisant quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est qu'on a déployé ce plan dans la communication de ce qu'il était et de ses conséquences auprès des 15 000 collaborateurs. Pas simplement des top 30 ou des top 200 ou des top 1000. Non, les 15 000 collaborateurs ont été informés et formés pour bien comprendre ce qu'était le plan Nouvelle Donne. Et je crois que c'est un des éléments qui explique l'amélioration très spectaculaire en 2 ans du baromètre d'engagement. Et moi, je crois profondément au cercle vertueux. Je pense que par rapport aux différents objectifs du plan Nouvelle Donne qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des objectifs très quantifiables,
comme le plan de redressement de la GNZRP, comme le déploiement du système d'information et du digital. Et puis il y a des choses qui sont quantifiées, mais qui capturent des éléments un peu plus soft, comme le baromètre d'engagement. Moi, je crois profondément au cercle vertueux. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que si on a réussi une amélioration aussi spectaculaire sur le baromètre d'engagement, c'est parce que les collaborateurs sont fiers des résultats qu'on a obtenus ensemble sur le SI digital et sur le redressement de la GNZRP. Et inversement, on n'aurait jamais obtenu ces résultats sans l'engagement des collaborateurs. Et c'était pas gagné parce que quand vous êtes arrivé, quand même, vous avez changé pas mal de choses. Vous avez effectué plusieurs changements. Comment est-ce que vous avez réussi à les embarquer sans qu'il y ait trop de résistance? Alors, j'ai effectivement fait un certain nombre de changements, y compris un certain nombre de changements de personnes. Le premier jour où je suis devenu directeur général, il y a eu un nouveau directeur des systèmes d'information, il y a eu un nouveau secrétaire général. Je fais très attention, et c'était vrai dans des fonctions précédentes, en termes d'équilibre managériaux, à ce que on ait à la fois des promotions internes, quand elles sont justifiées. Les 2 directeurs généraux adjoints que j'ai nommés au mois d'avril dernier sont issus du groupe, ont fait toute leur carrière dans le groupe, mais aussi des gens qui, comme moi, viennent apporter un regard externe. C'est le cas du secrétaire général. Le directeur des systèmes d'information, il est d'une autre entreprise qui était du secteur assurantiel. La nouvelle directrice de la communication, elle était chez Publicis. Et je crois beaucoup que c'est le mélange de piliers très ancrés à la fois dans le métier et dans l'entreprise et d'aiguillons venus de l'extérieur avec des regards complémentaires qui permet d'avoir une équipe. Et je crois aussi qu'une des conditions nécessaires de l'embarquement, c'est de tenir ce discours de vérité que j'évoquais tout à l'heure. Et au fond, parfois, certains dirigeants hésitent à dire la vérité. Je pense que les collaborateurs, ils sont beaucoup plus intelligents que ce que pensent certains dirigeants, et que donc, au fond, quand on leur dit la vérité, ils disent « Ah ben, enfin, quelqu'un nous dit la vérité ». Et ce qui fait, vous l'évoquiez, qu'il y a une forte adhésion au plan. Vous avez d'ailleurs des chiffres assez significatifs en la matière, plus des 3/4 des collaborateurs. Plus des 3/4 des collaborateurs, alors qu'on était à peu près à 50% il y a 2 ans. Et donc, c'est ce cercle vertueux que j'évoquais entre les bons résultats en termes d'engagement et les bons résultats sur les projets identifiés que sont SI Digital et AG2R Prévoyance. Et ça continue de progresser. Et ça continue de progresser. Alors ça, c'était pas gagné parce que si on avait franchi une telle marche entre 2022, qui était le premier point de mesure, il n'y avait pas de baromètre d'engagement avant mon arrivée dans le groupe. J'ai souhaité qu'on en mette un en place. Le premier résultat n'était pas catastrophique, mais il n'était pas extraordinaire non plus. C'était autour de 50%. On a franchi entre 20 et 25 points en un an entre 2022 et 2023. Et donc, quand on a repris la température en juin 2024, on pouvait se demander si on n'allait pas avoir un effet de tassement, et pas du tout. On a continué à monter, un peu moins rapidement que la marge d'escalier considérable qu'on avait franchie l'année précédente, mais on a continué à monter, et donc c'est pour moi une bonne illustration de ce cercle vertueux que j'évoquais. Et vous avez mis en place donc le comité exécutif de jeunes cadres baptisé Commun Comex. Alors pourquoi? Et puis sur quel sujet travaillent ces jeunes? Est-ce que les nouveaux métiers en font partie? Alors, Commun Comex, c'est effectivement une initiative comme la chaise du client que j'ai annoncée le 2 mai 2022 et qui réunit, on en est déjà à la 3e promotion, 16 collaborateurs de grands talents prometteurs de moins de 40 ans, 8 hommes et 8 femmes, et qui ont au fond une double mission. C'est un peu comme au patinage artistique, il y a des figures imposées et des figures libres. Les figures imposées, c'est que on leur propose 3 thèmes en début d'année, souvent autour des nouveaux métiers ou des nouveaux modes de comportement des clients, et ils en choisissent un et ils vont creuser cette figure imposée toute son année pour nous faire des propositions extrêmement concrètes. Mais le deuxième volet, qui est les figures libres, est pour moi au moins aussi important. Je leur explique quand je les réunis pour la première fois qu'ils ont non pas simplement le droit, mais qu'ils ont le devoir d'être une force d'aiguillon vis-à-vis du comité de direction groupe. Et au fond, pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette instance? C'est parce que je suis convaincu que nous, dans le comité de direction groupe, on a tous entre 45 et 65 ans, et je suis convaincu qu'il y a des sujets à minima qu'on ne voit pas de la même manière que les moins de 40 ans, et probablement qu'il y a aussi des sujets que nous, on ne voit pas du tout et que eux voient. Et donc, si on veut faire fonctionner le groupe en tirant parti au maximum de l'intelligence collective qui est rassemblée dans les 15 000 collaborateurs du groupe, il faut absolument trouver des moyens de faire s'exprimer cette intelligence collective. Et c'était pas complètement évident dans une culture qui était assez hiérarchique, assez descendante, où on attendait tout du directeur général. Moi, je crois beaucoup à une culture beaucoup plus participative. Je parle souvent de leadership partagé avec les membres du comité de direction groupe, mais ça va très au-delà du fait de partager le leadership avec le comité de direction groupe. C'est une idée vraiment d'embarquer
les 15 000 collaborateurs et, en l'occurrence, un segment très spécifique qui sont ces 16 cadres prometteurs. Et d'ailleurs, on a identifié dans les 2 premières promotions des gens qui ont eu, dans la foulée, une accélération de carrière parce qu'ils avaient démontré certains talents dans le cadre de Comacomex. Voilà, et puis ceux qui sont, c'est vrai, peut-être plus sensibles à certains sujets, on évoquait tout à l'heure l'IA ou les nouvelles technologies. Absolument, absolument. On parlait des métiers. Quels sont les métiers dans l'assurance demain? Est-ce que les profils seront plus technologiques, justement, ou pas? Alors, oui et non. Je pense qu'un certain nombre de profils seront technologiques parce qu'on a besoin de gens qui sont compétents pour devenir chaque jour meilleurs sur l'intelligence artificielle. Mais je pense que il y aura toujours de la place pour l'humain, surtout dans nos métiers. Il y aura toujours de la place pour le bon sens, le discernement. Et au fond, un des intérêts du groupe AG2R Mondial, si j'étais jeune diplômé, ce qui me ramène quand même quelques décennies en arrière, c'est qu'on a des métiers très très différents. On a des métiers très très différents entre la retraite complémentaire, santé, prévoyance, épargne retraite, épargne patrimoniale, des résidences services seniors, ce qui peut offrir pour quelqu'un qui aurait le goût, un peu comme moi quand j'étais jeune, de faire des choses différentes. Ah, oui. Ça peut offrir des parcours au sein du groupe. Parce qu'il y a quand même peu de groupes qui peuvent vous permettre d'être un jour dans la retraite complémentaire Agir Carco, le lendemain dans l'épargne patrimoniale de la mondiale avec des clients extrêmement fortunés, et le surlendemain à gérer des résidences services seniors. Et donc je pense que une des richesses du groupe AG2R Mondial, c'est d'offrir la possibilité de parcours diversifiés par rapport à des jeunes diplômés. Oui, répondre à ce besoin de carrière moins linéaire finalement. Absolument. Parce qu'on va vers ça avec les nouvelles technologies. Alors, on va vers ça avec les nouvelles technologies et on va vers ça aussi quand on regarde les aspirations de la génération Z. Moi, je suis très frappé de voir que dans cette génération, c'est d'ailleurs à peine croyable pour des gens de ma génération, ils préfèrent le CDD au CDI. Quand on était jeune, dans une famille, c'était la fête quand quelqu'un avait obtenu son Graal qui est le CDI parce que c'était la porte vers l'emprunt immobilier, vers beaucoup de choses. Et en fait, les jeunes passent la liberté tellement en avant par rapport à beaucoup d'autres considérations que effectivement la capacité à être libre d'évoluer est quelque chose de très important pour eux. Et donc, plus on a un groupe diversifié, plus je pense on est attractif. Alors, il y a un problème d'attractivité justement dans le secteur de l'assurance. Comment attirer les jeunes aujourd'hui et aussi comment faire en sorte qu'ils restent? Alors, effectivement, c'est la mission que j'ai donnée à Claire Silva, notre DRH, qui d'ailleurs avait été élue il y a 2 ans DRH de l'année, ce qui est la reconnaissance à la fois de son talent et de la qualité des ressources humaines au sein du groupe AG2R La Mondiale. Je pense que la mission que je lui ai confiée, c'était d'être capable d'attirer, de développer, de motiver et de retenir les meilleurs talents. Et je pense que la capacité sur la rétention à offrir des parcours diversifiés est quelque chose que nous pouvons offrir. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à pouvoir l'offrir, mais que finalement, pas tant de groupes que ça peuvent offrir. Quel profil vous recherchez aujourd'hui? Alors, moi, je dirais que on recherche évidemment une compétence technique parce qu'on a des métiers très différents. C'est pas la même chose d'être patron d'une résidence service senior ou d'être actuaire pour préparer le prochain reporting pour le régulateur la CPR. Donc, on a une très grande diversité technique. Moi, ce qui me paraît important, ce sont les qualités humaine. Et donc, ce que je vérifie toujours, ce que je cherche à vérifier, parce qu'en entretien, on peut se tromper, chez un collaborateur, au fond, c'est 3 choses. C'est la loyauté, l'intégrité et le courage managérial. Et au fond, le courage managérial, c'est pour moi un critère extrêmement important parce qu'au fond, des gens intelligents, il y en a beaucoup. Des gens courageux, il y en a parfois un peu moins. Alors, sur ce thème, on va écouter un autre étudiant, Farag Justina, en BTS Assurance, qui vous pose cette question. Bonjour Monsieur Angle, j'ai une question pour vous. Quels conseils donneriez-vous à des étudiants pour se démarquer sur le marché de l'emploi dans un environnement concurrentiel? Alors le conseil que je leur donnerais, c'est soyez vous-même et soyez authentique. Je pense qu'il y a une tentation qui existe, sans doute pas uniquement d'ailleurs chez les jeunes diplômés qui envoient leur CV, de passer, on en parlait, par l'intelligence artificielle pour faire une lettre de motivation. Moi, je crois pas que ce soit la meilleure optique, en tout cas dans la durée, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va se voir. Quand les personnes vont recevoir 10 fois le même CV, on te verra qu'il a été produit par la même intelligence artificielle. Et donc, je me souviens quand j'étais en prépa, il y avait beaucoup de candidats qui envoyaient leur CV dans la prépa que j'ai faite, qui était Ginette. Et un candidat avait été pris, mais il avait fait une lettre de motivation un peu standard. Et puis à la fin, il avait dit, bon,
voilà la lettre de motivation que mon père voulait que je vous envoie. Moi, je vous dis, je viens à Ginette parce que ces après-pas m'ont fait le plus de sport. Et il avait été pris parce qu'il avait eu le courage de cette dernière phrase qui le distinguait par rapport à toutes les phrases qui précédaient. Donc, tenter l'originalité. Tenter l'originalité. Non, mais surtout être soi-même. Je pense que l'authenticité, c'est vraiment quelque chose qui se sent en entretien. Et donc, on voit assez vite, à la fois à l'écrit et à l'oral, les gens qui viennent, on parlait avant de démarrer cette émission de Media Training, il peut y avoir du student training pour passer les entretiens. Je pense que ça finit par se voir. Et donc, au fond, ce qu'on aime avoir, moi je parle d'intégrité, de loyauté et de courage managérial. Et donc, l'authenticité en entretien, c'est très important. Donc, au fond, soyez vous-même, ça se verra et ça plaidera pour vous. Et ne jamais gommer sa personnalité. Jamais. C'est vrai, c'est ce qui est très important. On arrive au bout de cet entretien, mais j'aimerais que l'on revienne sur le livre que vous avez publié, un essai, de temps en temps, donc les multiples visages d'un trésor. Voilà, je le montre à la caméra. Alors, pourquoi cet ouvrage ? Alors, c'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps, parce que je suis toujours passionné pour le temps. Ça remonte à très très loin. Je me souviens, quand j'étais collégien, je vivais les jours de rentrée scolaire comme un grand bonheur. Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors, les gens me disent, ah oui, mais bien sûr, tu étais un bon élève, c'est parce que tu t'as prêté à avoir des bonnes notes, donc c'était stimulant. Pas du tout. C'est pas ça qui me stimulait à la rentrée. C'était cette fraction de seconde, je sais pas si vous vous souvenez, Florence Duprat, où on reçoit du professeur principal l'emploi du temps. Oui, d'accord, ça oui. On regardait avec attention l'emploi du temps. Avec attention, mais surtout un peu de stress aussi. Un peu de stress aussi, et puis parfois des satisfactions, parfois des déceptions. Mais ce que j'ai trouvé fascinant dans cet instant-là, c'est le fait que, au fond, on passait en une fraction de seconde une incertitude à peu près totale sur ce qu'allait être les 10 prochains mois à une certitude à peu près totale sur ce qu'ils allaient être, en tout cas pour toute la partie correspondant aux horaires de cet emploi du temps. C'est ce qui vous fascine, justement, dans le temps ? C'est une des dimensions qui me fascine. Une des autres dimensions qui me fascine, et c'est par cela que je conclus le livre, c'est qu'on est au fond tous confrontés à un risque, moi je considère le risque majeur pour chaque être humain, qui est le risque de la Near Life Experience. Alors, qu'est-ce que c'est que la Near Life Experience ? C'est un jeu de mots en anglais par rapport à la Near Death Experience. La Near Death Experience, c'est ce que décrivent tous les gens qui, en français, c'est l'expérience de mort imminente, qui sont passés très près de la mort, qui ont eu ce grand tunnel avec une lumière irradiante, un sentiment de bienveillance absolue, et qui parfois sont même déçus d'être revenus à la vie tellement ça avait l'air bien. Bon. La Near Life Experience, c'est le risque pour chacune et chacun d'entre nous d'être un jour, que ce soit à 25 ans, à 40 ans, à 70 ans, à 95 ans, sur son lit de mort, et de se dire, parce qu'on sent que voilà, c'est la fin et que les forces nous quittent, au fond, j'ai eu toutes ces décennies de vie et je n'ai pas fait les choses que j'avais envie de faire. C'est ça la Near Life Experience. Et donc, ce livre est une invitation à se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie, de s'obliger à se définir des objectifs et ensuite de s'assurer qu'on a une allocation du temps qui est cohérente avec ces objectifs. Et pour moi, c'est un défi. Il n'y a pas de bonne allocation dans l'absolu. Je prends un exemple que je cite dans le livre. Quand j'étais en prépa, j'avais à côté de moi un garçon. Et à l'époque, on avait exactement le même objectif, qui était d'intégrer la meilleure école d'ingénieur possible. Bon. Et donc, on travaillait beaucoup. On n'aurait jamais séché une heure de cours. On avait des cols pour préparer les oraux. On avait des devoirs sur table pour préparer les écrits. On se paluchait les 20 ans d'anal à l'écrit comme à l'oral pour être le plus préparé possible. Et donc, on avait exactement la même allocation de notre temps. Il se trouve que ce garçon, depuis, il est devenu moine. Et moi, je suis devenu père, maintenant grand-père et chef d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on a des allocations de notre temps qui sont extrêmement différentes, mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises allocations, c'est juste des allocations qui sont alignées par rapport aux objectifs que nous poursuivons. Et d'ailleurs, je note, et je ne l'ai pas écrit dans le livre, je m'en suis rendu compte après, c'est un petit codicile, c'est que c'est très intéressant, en parlant de moines, de voir qu'à peu près tous les fondateurs d'ordre monastique ont dicté des règles. La règle de Saint-Benoît, par exemple. Sûr, oui. Et ils ont donc été extrêmement prescriptifs pour les moines qui allaient rejoindre leur ordre sur la meilleure utilisation possible de leur temps. Peut-être qu'ils partageaient un peu cette réflexion. Bonne utilisation du temps. Et en quoi cette bonne utilisation du temps, cette gestion du temps, c'est un enjeu majeur pour un dirigeant? Oui, c'est un enjeu majeur parce qu'au fond, on a deux ressources rares dans la vie, c'est le temps et l'argent. Mais une des conclusions auxquelles je suis arrivé avec ces réflexions, c'est que le temps est une ressource beaucoup plus égalitaire. Si vous prenez le patrimoine moyen des Français, on a des statistiques, qu'elles soient faites par AG2R Mondial ou d'autres instituts qui sont assez convergentes, donc on sait à peu près ce qu'est le patrimoine moyen des Français. On compare ce patrimoine moyen au patrimoine de l'homme le plus riche de France, que chacun connaît. Il y a un rapport d'à peu près 1 à 1 million.
Si vous prenez pour le temps Gavroche qui meurt sur les barricades à 12 ans et Jeanne Calment qui meurt à un peu plus de 120 ans, c'est un écart important, mais c'est jamais que 1 à 10. Et donc, on a une ressource beaucoup plus égalitaire. Et donc, cette égalité nous confère une certaine liberté dans l'usage de notre temps, mais ça nous confère aussi une très grande responsabilité, une très grande responsabilité de bien utiliser notre temps pour ne pas se retrouver sur une ligne mort en se disant c'était la near life experience. Et voilà, ne pas avoir de regrets. Merci beaucoup Bruno Angle pour cet échange très inspirant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On va se retrouver très vite pour une nouvelle émission des décideurs engagés de l'assurance et de la banque. Très bonne journée.